Merci beaucoup. On va pouvoir enchaîner sur le deuxième thème qui nous réunit ce soir. C'est le thème de la sobriété avec Olivier, Julien et Cédric qui vont se ruer sur la scène comme un seul homme. Olivier Delépine qui représente Schneider Electric Building, c'est ça ? Oui. Bonsoir. Julien Fouché qui est directeur immobilier environnement du travail chez Upcop et qui est aussi le président de l'ex-Arseg, il nous en dira un mot, qui s'appelle l'IDée aujourd'hui. Et puis Bonsoir. Cédric Mauboussin qui est le directeur général chez LITED, c'est ça ? LITED, on prononce comme ça, ce qui est un spécialiste que vous connaissez forcément de l'éclairage LED sous toutes ses formes. Alors, on va revenir, on aime bien ça, nous, sur le contexte du sujet qui nous réunit, la sobriété. Cédric, vous allez nous aider à planter quelques éléments du décor pour mieux qu'on comprenne. Alors ça, c'est pas un slide, c'est un péplum. C'est Guerre et paix, tome 2. Peut-être même qu'on peut le supprimer. Tiens, alors, passons à autre chose. Alors allons-y. Aucun souci, merci Gabi. Avant de démarrer sur le contexte, on va juste faire une toute petite parenthèse sur une intervention qui a eu lieu ce matin du président du RTE, donc le réseau électrique français, qui nous a communiqué des chiffres qui sont quand même assez intéressants. On a une mise à jour des chiffres comme s'il savait qu'on avait une conférence ce soir sur le sujet. Mais il parlait un petit peu de la mesure finalement constatée directement sur le réseau, partie de l'industrie. Donc le premier indicateur intéressant, c'est que dans l'industrie, il y a une baisse de 15% qui est constatée sur le réseau à jour, certainement due à ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'industriels qui réduisent leur activité parce qu'ils n'ont plus les coûts de revient, etc. Donc ça en est un impact. Le deuxième chiffre annoncé, c'était sur les particuliers. Il annonce une baisse de 1%. Donc, je pense qu'il y a deux choses à lire là-dedans. C'est peut-être l'hiver qui arrivait tard et peut-être un effet col roulé, on ne sait pas. Et le troisième sujet, c'est le tertiaire qui baisse de 0%, qui va sûrement être un sujet important à aborder aujourd'hui. Il a notamment cité un sujet qui est intéressant. Il parlait du passage en LED en disant que c'était une solution qui était quand même simple et efficace et qui était mesurable immédiatement. Il rappelle un chiffre, il dit aujourd'hui, le parc industriel français, quand on compare à d'autres pays européens, on est assez en retard sur la partie relamping, c'est-à-dire avec des équipements en LED, on a un tiers du parc qui est relampé à ce stade. Donc, ça, c'est le constat d'actualité que vous avez chopé ce matin. Voilà, c'était le clin d'œil de ce matin et maintenant on va parler du contexte. Alors le contexte aussi, en tout cas à travers votre expérience, c'est que cette nouvelle notion, on verra si elle est vraiment nouvelle, de sobriété, a changé la donne au sein entre les fournisseurs, entre tout ça a changé, il y a une prise de conscience. En fait, voilà, je vais vous parler du contexte sur deux aspects, l'espèce d'évolution des mentalités dans un premier temps et tout le contexte réglementaire. Nous, on est fabricant d'éclairage LED, donc on accompagne les grands groupes, on travaille sur des programmes de relamping. Le relamping, c'est le fait de changer les éclairages, les anciens luminaires, les anciennes technologies d'éclairage pour passer au LED. Et si vous voulez, il y a, disons, 10 ans, quand on conseillait un groupe sur son éclairage, nos interlocuteurs étaient avant tout le responsable technique qui allait valider l'équipement qu'on allait poser et en général le DAF en disant bon, c'est sympa votre truc mais ça va coûter combien et quel est le ROI, etc. On a vu une vraie évolution il y a à peu près 7-8 ans où à la table des négociations quand on parle relamping dans un groupe sont arrivées finalement des notions RSE, c'est-à-dire qu'on a commencé à avoir des DRH autour de la table, des responsables de la QVT, la qualité de vie au travail, des responsables de la direction de l'environnement technique, etc. Parce qu'on va commencer à parler bien-être des luminaires, donc pour les salariés qui travaillent en dessous des luminaires, et on va commencer à parler empreinte carbone et sur tous les aspects environnementaux et climatiques avec une vraie prise de conscience globale. Donc ça, c'est une évolution que vous avez sentie petit à petit, et puis le cadre réglementaire a changé. Et là, ça accélère encore les choses. Le cadre réglementaire a changé, il a changé finalement assez rapidement, c'est-à-dire qu'en 2019, depuis déjà 6-7 ans, on a une espèce de subvention de l'État qui s'appelle les C2E, les certificats d'économie d'énergie. On vous aide dans votre transition énergétique. C'est vraiment pour accompagner la transition énergétique des entreprises. Et
on savait qu'il allait y avoir une espèce de taxe carbone qui allait arriver, qui a été votée par le Parlement européen en 2019, mais qui n'était pas vraiment matérialisée sur des choses très concrètes. La seule chose qu'on a entendue, on a commencé à entendre parler du décret tertiaire. Le décret tertiaire, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que pour tous les bâtiments de plus de 1000 m², on doit réduire notre consommation énergétique de 40% d'ici 2030, on doit réduire de 50% d'ici 2040 et 60% d'ici 2050. Sauf que la seule petite différence, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de carotte ou de bâton à ce décret tertiaire. Enfin, en tout cas, il y avait une espèce de flou sur quelles étaient les conséquences en cas de non-application. Alors que depuis 2022, sur cette année 2022, il y a eu beaucoup de choses qui se sont accélérées. Il y a eu le premier aspect qui a été la guerre en Ukraine. On ne va pas reparler sur les tarifs de l'énergie, mais l'explosion des tarifs énergétiques a fait accélérer la réflexion dans les grands groupes. Le deuxième sujet intéressant, c'est qu'il y a eu la matérialisation de ce décret tertiaire à travers la taxonomie. C'est-à-dire la taxonomie, c'est pour les grands groupes européens cotés qui doivent faire attention dans leurs achats à l'empreinte carbone de leurs activités. Ils sont classés en fonction de ces éléments. Voilà, autour de 6 critères, l'énergie, le traitement des déchets, l'eau, la pollution, etc. Il y en a 2 qui sont déjà rentrés en application en 2022. Et les 4 autres rentrent en application en 2023. Donc maintenant, c'est concret, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de flou juridique. Ça sera par de la fiscalité qu'on pénalisera l'empreinte carbone, la consommation énergétique, le traitement des déchets, etc. Donc ce que vous êtes en train de nous dire là, c'est que petit à petit, étape par étape, il y a d'abord une petite prise de conscience. Vous avez vu au sein des entreprises que les clients changeaient, les interlocuteurs changeaient, étaient plus nombreux à être intéressés par ces questions-là, que le cadre réglementaire évoluait, qu'il a évolué au point de mettre à la fois la carotte mais aussi le bâton, et que la conjoncture est venue s'ajouter à tout ça pour que ce phénomène, enfin en tout cas cette notion de sobriété, soit au cœur de l'actualité. Vous auriez pu ajouter que le président de la République lui-même, en parlant de sobriété, a enfoncé le clou. J'allais le dire, Gabi, que maintenant en juillet, c'est la sobriété énergétique. Merci. Voilà. Julien, merci de nous avoir permis de resituer les choses. Julien, alors on a plein de choses à vous dire, mais on voit ce slide à l'écran. L'idée, donc d'abord, Quesaco, et que diable venez-vous faire dans cette drôle de galère, comme aurait dit Géronte? Alors, je viens ici parce que je suis un peu fou et j'aime bien parler avec des experts en achat. En tout cas, le soir. En journée, on négocie plutôt. Mais je viens aussi parce que j'étais invité, je vous remercie, pour représenter l'ARCEG, qui est l'ancien nom de l'IDE. Alors l'ARCEG, c'était l'Association des responsables des services généraux. On a changé l'acronyme pour inspirer et développer les environnements de travail, l'IDE. On a voulu dépasser la fonction ou la filière services généraux environnement de travail pour pouvoir exprimer notre volonté de travailler, de trouver des solutions, de trouver les idées avec d'autres experts sur des sujets qui nous concernent tous et qui impactent les environnements de travail. D'où ce nom, entre autres. Et donc, votre présence avec des acheteurs, il y a une forme de logique à être ici. En tout cas, on le vit comme ça au Conseil national des achats. Alors, vous arrivez vous aussi avec quelques chiffres marquants qui montrent à quel point notre sujet est important. Alors, dans notre association vieille de 47 ans, on a 2000 adhérents. Et on concerne toute la France. Moi, je suis au COMEX. Et on a lancé depuis 20 ans maintenant ce qu'on appelle des busy ratios. C'est une enquête qu'on fait auprès de nos adhérents. Cette année, donc, on a posé différentes questions, toujours les mêmes, sur 5 rubriques, auprès de nos adhérents. Et on a eu des réponses, ce qui correspond à peu près à 2 millions de mètres carrés, 100 000 postes de travail et 120 000 collaborateurs. Voilà la catégorie des répondants. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est que dans nos rubriques, on a une rubrique exploitation du bâtiment. Et dans l'exploitation du bâtiment, pour nous, experts en environnement de travail, ça représente, dans le budget d'exploitation du bâtiment, 22%, c'est l'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'énergie, c'est 20 € hors taxe du mètre carré. Il faut savoir, et vous le voyez au-dessus, on a une baisse du coût global de 18% au mètre carré. Le coût global au mètre carré, c'est 668 €. Donc ça donne l'idée. Ça donne l'idée aussi que par rapport à l'inflation cumulée, donc on est en baisse, on surveille. Ce n'est pas nouveau, on surveille particulièrement l'immobilier et on surveille notamment également
la partie énergie. Par contre, maintenant, ça devient véritablement prioritaire. C'est ça qu'il faut comprendre chez nous. Alors, quand on dit énergie, on parle des 20 € d'énergie pour le bâtiment. Donc là, c'est l'électricité, le fuel. Paradoxalement, enfin, dans la sobriété, on peut aussi parler des déplacements et de la flotte auto. La flotte auto, alors là, on parle en coût par poste de travail. On est autour de 680 € par poste de travail en 2021. Sachant que les personnes veulent de plus en plus de voitures électriques. Les déplacements, c'est aussi une notion de sobriété. Là, on parle de 1 200 € par poste de travail. Et là, la solution a été trouvée en disant qu'un déplacement, un bon déplacement est un déplacement qui ne se fait pas. Donc, quand on a dit ça, on a tout dit. C'est radical, hein? Oui, mais maintenant, on s'est habitué avec la visio et autres. Ah oui. J'ai fait un petit écart, mais si on revient sur l'énergie, pour parler de la sobriété, ce qui est intéressant, c'est que par notre historique, on sait que de 2017 à 2021, on est passé de 23 € à 20 € hors taxe du mètre carré pour ce coût énergie. Donc on était en tendance à la baisse. Alors moi, je n'ai pas de boule de cristal. Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire prévoir l'évolution en termes de valeur de ce coût, ça me paraît compliqué. On sait qu'on a eu des avantages par rapport au décret tertiaire qu'a lancé la démarche, par rapport aussi à la météo qui a été clémente ces dernières années. Bon, le confinement qui nous a permis aussi de transférer ces coûts vers le home office, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est là où il y a un intérêt à travailler ensemble sur l'usage, la consommation, le volume. En termes d'usage, donc c'est bon. Ok, on éteint nos écrans, on prend l'escalier ou prendre l'ascenseur. Facile. Mais en termes d'investissement, là, on parle quand même de bâtiments, on parle de construction de bâtiments, on parle d'investissement lourd, de changement aussi de paradigme, c'est-à-dire d'une manière de penser où on réfléchit en termes de pilotage pour consommer, si ce n'est moins, mieux en tout cas. Il faut vraiment que ce soit plus utile. Donc vous nous dites un volet usage, un volet investissement. Alors vous avez cité les voyages, vous avez cité la flotte automobile et l'énergie. On va peut-être braquer les projecteurs sur un secteur qui est quand même très consommateur d'énergie, où la sobriété est un enjeu majeur. C'est tout ce qui concerne le bâtiment, Olivier, on est bien d'accord. Vous aussi, chacun est venu avec ses chiffres. C'est un peu anxiogène, ce genre de soirée, vous voyez. Mais on attend tous 8h30, 20h30 avec beaucoup d'impatience pour un peu se refaire le moral. Mais alors, commentez-nous ces chiffres-là. Alors, c'est anxiogène, mais c'est aussi source d'espoir. Voilà. C'est plutôt la bonne nouvelle. D'abord, je pense que la table ronde précédente et tout ce qui vient d'être évoqué illustre parfaitement la situation dans laquelle nous sommes et l'enjeu majeur d'accélérer les solutions de sobriété. Les solutions de sobriété par rapport à une tension énergétique, on ne va pas revenir sur le sujet, je pense que ça a été très très clair précédemment, mais également sur la partie usage, puisque va venir percuter cette notion de tension énergétique l'accélération des usages et l'électrification de nos usages, notamment dans les bâtiments. Bâtiments qui représentent environ 40% ou 44% de la consommation énergétique en France. Alors c'est assez intéressant parce que, comme évoqué tout à l'heure, il y a un cadre réglementaire qui a été prévu il y a plusieurs années, avant la tension que nous connaissons aujourd'hui, le décret tertiaire ou décret éco-énergie tertiaire, qui invite, plus qu'invite, l'intégralité, ou oblige l'intégralité finalement des personnes concernées à réaliser ces économies d'énergie sur ces bâtiments avec des objectifs ambitieux à 2050. Plus de 1000 mètres carrés pour l'instant. Absolument. Ça représente donc 300 000 bâtiments assujettis en France et environ 900 millions de mètres carrés. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que installer un système de pilotage, c'est quoi un système de pilotage finalement dans un bâtiment ? On appelle ça une GTB, une gestion technique du bâtiment. C'est finalement avoir la capacité à automatiser les éco-gestes, pour faire simple. C'est-à-dire que plutôt aller baisser soi-même le chauffage, baisser la lumière quand il n'y a personne,
réduire la ventilation quand les salles de réunion ne sont pas occupées, c'est avoir la capacité de mettre en adéquation l'usage de son bâtiment et sa consommation énergétique. Donc en mettant en œuvre ce type de solution, on sait par expérience et retour d'expérience qu'on peut réduire de 30 à 40% la consommation énergétique d'un bâtiment. 30 à 40%? Absolument. La consommation moyenne d'un bâtiment tertiaire en Europe, c'est 300 kWh par mètre carré par an. Avec un système de pilotage, on descend à 180 kWh par mètre carré par an. Donc ça, c'est un fait. L'autre fait, c'est que sur le marché français, 6% des bâtiments sont équipés d'un système de pilotage. Donc ça c'est plutôt la partie espoir. Oui, là pour l'instant, ce n'était pas encore l'espoir. Il y en aura, mais pour l'instant, non, on n'est pas bon, quoi. Ça veut dire clairement quand même qu'à partir du moment où on doit s'engager dans un plan de sobriété, le premier poste qui est l'énergie dans les bâtiments, le tertiaire qui aujourd'hui est à 0% finalement de baisse de consommation énergétique à date, il y a un gisement d'efficacité à aller chercher sur ces bâtiments. Ça a été dit tout à l'heure par Kevin, je crois. 60% finalement, une baisse finalement très mesurée pendant le confinement dans les hôtels. C'est vrai également dans les bâtiments tertiaires, puisqu'au moment du confinement, c'est-à-dire que l'intégralité des salariés était chez eux, et il n'y a eu qu'une baisse de 30% de consommation dans les bâtiments tertiaires en France. Mais c'est incompréhensible, votre histoire, là. C'était fermé, il n'y avait personne. C'est ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est? C'est la non-gestion, la non-automatisation des gestes finalement de mode de fonctionnement du bâtiment, le recyclement d'air, le chauffage, la climatisation. Ça restait en marche alors finalement. Absolument. C'est ce qu'on appelle le talon d'énergie consommée sur lequel il faut absolument travailler en fonction de l'usage. Et c'est aujourd'hui ce qui n'est absolument pas déployé en France. Alors, il y a un cadre réglementaire, le décret éco-énergie tertiaire, et le décret BAX qui vient obliger l'intégralité des bâtiments en France, à partir de 2025, d'être équipés d'un système de pilotage. Ah, je n'avais jamais entendu parler. Le décret quoi? BAX. BAX. Building Automation Control and System. En bon français. Okay. Le décret tertiaire oblige aussi à... On a un diagnostic de performance énergétique et qui fait un certain nombre de préconisations aussi, y compris pour des investissements. Alors, il y a une première obligation qui est de déclarer le niveau de consommation énergétique de son bâtiment avant le 31 décembre, puisque ça a été décalé. Je n'ai plus le taux de complétude des déclarations aujourd'hui, mais on est bien loin finalement de ce qui était prévu. Et ensuite, l'obligation de réduire et de mettre sur le site Opérate le niveau de consommation. C'est une sorte de... En anglais, on dit Hall of Fame ou Hall of Shame, c'est-à-dire finalement les bons élèves et les mauvais élèves, mais finalement, il n'y a pas vraiment de pénalisation par rapport à ça, une vraie incitation. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, ces systèmes de pilotage et d'automatisation du bâtiment permettent d'identifier là où on peut aller chercher des économies, évidemment dans l'automatisation des éco-gestes, pour faire simple, mais également d'identifier les sources d'économies sur les matériels qui sont installés ou les solutions qui sont installées, comme l'éclairage, puisque ça nous permet d'évaluer le niveau de consommation et donc d'agir aux bons endroits, au bon moment, et de prioriser finalement l'intégralité des actions. Vous nous permettez de faire la liaison avec peut-être la dernière partie, ou même si vous intervenez comme vous le souhaitez, sur justement cette expérience qui concerne l'éclairage et dont vous allez nous parler, Cédric, le relamping, c'est ça, dont vous avez dit un mot tout à l'heure. Et vous nous dites... c'est spectaculaire ce qu'on peut gagner si on se met à changer l'éclairage traditionnel par des LED. Oui, tout à fait. Donc, le programme Relamping, je rappelle, ça serait des vieilles technologies, des halogènes, de l'aïodure, du néon, etc., qui seraient remplacés par du LED. Donc, déjà, avant de parler de relamping, on va essayer de réfléchir à quelle masse de la facture d'électricité on s'attaque. Si on doit faire des grandes moyennes, en gros, un bâtiment tertiaire, la facture énergétique, la partie représentée par l'éclairage, c'est en gros 15-20%. Sur du retail, donc du commerce, on est plutôt sur l'ordre de 30 ou 40%. Et ce que chez nous on appelle de l'industrie, mais je vais vous parler bâtiment, logistique, donc de la grande hauteur. Je ne parle pas de l'industrie qui va faire de la production, sur lesquels il y a c'est pas du tout le même enjeu, mais sur des bâtiments logistiques où il y en a partout en France, c'est à peu près 80% de la facture d'éclairage. C'est la facture, c'est l'éclairage. 80%. Tout à fait. Je pense que le commun des mortels, c'est à peu près que quand on passe d'une ancienne technologie au LED, on va baisser d'à peu près 60-70% sa consommation énergétique.
Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on rajoute un système de gestion, c'est-à-dire des détecteurs de présence, des détecteurs de luminosité, le fait de ne pas éclairer des espaces entiers, mais de faire des groupes à l'intérieur d'espaces, etc. Donc on va rajouter un système un petit peu plus intelligent couplé à la LED. On va aller rechercher à peu près 50% de perf. Vous avez une facture à 100 € par mois, vous passez en LED, on va passer à 40 € la facture. Si vous y couplez des systèmes de gestion, vous allez passer à 20. Donc on se dit 20, c'est pas énorme sur les 100, mais 20, c'est énorme sur les 40. C'est encore 50% de plus. Ça, ce sont les enjeux. Après, la mise en œuvre, c'est autre chose, parce qu'il y a LED et LED, si j'ose dire. Voilà, il y a LED ça, je vous en parlerai, parce que moi, les LED, je veux bien, mais on n'y voit rien. Il y a LED et LED, c'est quelque chose qui est assez opaque, qui est connu chez les professionnels, mais souvent c'est assez difficile de lire ces nouveaux emballages sur les LED. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, il y a vraiment des très grandes différences de qualité de LED dans la durée de vie des produits, dans l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, en gros, c'est combien ça va consommer pour la même quantité de lumière qui est apportée. On part de rapport lumen-watt. Vous avez les mêmes produits en 100 lumens par watt et le même qui fait 160 lumens par watt. 160 lumens par watt va peut-être coûter un petit peu plus cher à l'achat au début, mais les économies d'énergie générées sur la durée de vie du produit, qui sont 50 000 heures, 80 000 heures, 100 000 heures, c'est astronomique. C'est vraiment astronomique et c'est vraiment un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Quand on s'attaque à un programme de relamping, il faut vraiment faire attention à ce qui est installé. Les relamping aujourd'hui, les programmes de relamping, il y a un sujet qui est toute la partie retour sur investissement, qui est de se dire, quand on regarde un retour sur investissement, c'est combien m'a coûté l'achat de l'équipement, combien m'a coûté son installation, et au bout de combien de temps est-ce que je vais l'amortir sur la durée de vie totale du produit. Et sur un relamping, ça donne quoi ? Sur un relamping, aujourd'hui, avec les coûts énergétiques, on est sur à peu près de 1 à 3 ans. Aujourd'hui, mais hier matin, avant que ça double quasiment, que les tarifs énergétiques doublent, c'était à peu près 3 ou 5 ans. Maintenant, c'est 1 ou 3 ans sur des durées de vie sur des produits qui vont durer à peu près entre 25 et 30 ans dans les bâtiments. Alors, pardonnez-moi, je vais dire que c'est vraiment au ras des pâquerettes, mais quand j'entends qu'un LED va durer, une ampoule LED va durer 25 ans, moi, je ne peux pas le croire. Moi au bout de 6 mois, ça pète et on n'y voit rien. Alors ça, c'est que mais ne me dites pas le contraire, vous pensez comme moi. Vous avez tout à fait raison, et ça, malheureusement, il faut vraiment différencier ce qu'on achète dans le marché du professionnel, ce qui est posé par exemple sur les chantiers chez Eiffage, ce que nous on achète le week-end chez Conforama, chez Leroy Merlin. C'est un monde, malheureusement, la qualité des LED fait une presse très très mauvaise aux consommateurs, aux particuliers, parce que c'est vrai que là j'ai le même problème que vous, mes ampoules pètent tous les 6 mois aussi. Non, alors ne dites pas ça, pas vous. Non, mais chez moi. Non, pas chez moi, mais ce que je trouve chez Leroy Merlin, c'est donc, comment est-ce qu'on peut financer parce que ce sont très clairement des investissements lourds quand même. Ce sont des investissements lourds, mais avec les taux de retour sur investissement qui sont très courts. C'est des programmes qui se financent de manière excessivement facile. Et vous avez plusieurs options. Vous avez soit des systèmes de leasing simple, où vous allez avoir une espèce de location avec une option d'achat pour 1 € sur le temps d'atteindre son retour sur investissement. Vous avez un autre contrat qui se développe beaucoup chez les grands groupes qui s'appelle un CPE, c'est un contrat de performance énergétique, c'est la mise en place d'un je m'engage, le prestataire s'engage sur le résultat et prend le risque sur vend les économies d'énergie et on supporte la responsabilité. Et on va mesurer. Qui se développe énormément. Bien. Juste, si je peux me permettre, sur la partie financement, alors c'est très clair sur la partie LED, les retours sur investissement vraiment ont baissé drastiquement. C'est vrai également sur les systèmes de pilotage. On était à peu près sur l'ordre de 5 ans aujourd'hui. On est entre 1 et 3 ans de retour sur investissement par les économies d'énergie. Plus les subventions C2E. Donc il y a un C2E sur la partie GTB aujourd'hui qui existe, avec un boost C2E qui va sortir en 2023, qui va doubler finalement l'incentive, ou en tout cas l'accompagnement financier, qui peut atteindre jusqu'à 70% du financement de l'investissement CAPEX de l'installation d'une GTB. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse. Il n'y avait pas d'excuse sur le relamping, il n'y a pas d'excuse non plus en soi aujourd'hui, ou moins, sur la partie d'installation d'un système de pilotage dans un bâtiment. Alors, vous avez regardé Julien quand vous avez dit qu'il n'y a pas d'excuse, mais lui, il n'en a pas besoin d'excuses puisqu'il en a fait un de relamping. Oui, alors j'ai fait du relamping, j'ai fait un contrat CPE aussi. Alors, à l'époque, c'était il y a quelques années, c'était plutôt lié à une démarche d'entreprise, parce que mon entreprise a été engagée là-dessus. On a des salles data, on a des zones de production avec des chèques, et on a du tertiaire. À l'époque, le vrai sujet, c'est que quand on a un bail de 3 ans, qui avait un investissement avec le ROI était de 5 ans, voilà, on avait un bail, on était locataire. La question se posait sur le partage des coûts, clairement, entre le propriétaire et puis nous.
Maintenant, avec un ROI aussi rapide, la question se pose différemment, puisqu'on peut avoir un retour assez rapide. Donc c'est au moment, si vous voulez, où vous avez votre projet, ces actions-là, il faut les réfléchir en termes de stratégie et avec les personnes de l'environnement de travail qui travaillent sur l'immobilier, sur la stratégie immobilière, par exemple, ça peut être intéressant, et de voir en disant, moi j'ai un renouvellement de parc, j'y travaille, je sais où je vais, et on peut travailler ensemble dès l'amont. Je crois fortement au by design, c'est-à-dire dès le départ. Je suis en train de faire construire un bâtiment de 15 000 m². La GTB, enfin les sujets que vous proposez ici, ils sont acquis maintenant. Ils sont acquis à la construction. Ça, c'est même pas un sujet en soi. Par contre, c'est sur le parc existant. Et là, je vous rejoins. Car le parc existant, c'est quand même le parc tertiaire, c'est 44% de la consommation. C'est quand même compliqué de changer tout ce parc d'un coup. Même pour vous, en termes de charge, ce serait une bonne nouvelle, vous me direz. Mais il faut accompagner derrière. Et donc, avec un ROI à 3 ans, on peut planifier ça. Je pense que maintenant, là où je partage votre avis, c'est qu'avant, il y avait des excuses. Maintenant, il y a toujours des excuses. Mais quand on veut, là, pour le coup, quand on veut, on peut, quoi. Bon, après, il y a la partie financière, certes. Mais je vois des belles aides, donc c'est bon. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos amis? Oui. Alors, au fond. J'arrive. C'est jamais devant, hein, c'est toujours au fond. Bonsoir, merci. Moi, juste une question, puisque là, on parle sobriété et les possibilités techno que vous évoquiez au niveau de l'automatisation. Du coup, quand on dit ça, sur une opération de travaux, réhabilitation ou neuve, comme vous venez de l'évoquer, il y a quand même se dire comment je désigne mes maîtres d'œuvre avec ces spécifications techniques particulières. Du coup, ça intègre aussi l'enveloppe budgétaire associée qui peut être différente. Hein. Du coup, en se disant, là, j'y vais à fond. Et du coup, j'intègre l'ensemble des spécifications techniques versus je fais mon opération de travaux un peu classique. Voilà, je réduis un petit peu, j'ai un petit gain, mais je ne vais pas jusqu'au bout. Donc, du coup, comment, et dans la conception avec les maîtres d'œuvre, et aussi après sur l'aspect financier de la maîtrise de l'enveloppe budgétaire travaux, on intègre ces possibilités, ces choix, et comment on mesure le gain global versus peut-être suivre un petit peu moins. Merci. Alors, il y a plusieurs éléments et je laisserai compléter. Il y a plusieurs. Alors, c'est vrai, hein. C'est-à-dire que le lancement d'un programme, et on peut parler de programme. Alors, d'abord, on n'est pas obligé de commencer par l'intégralité de la rénovation complète d'un bâtiment. C'est-à-dire que, encore une fois, le premier élément, c'est de savoir ce que l'on consomme et comment on le consomme. Ça, c'est la première chose de toute façon que l'on prescrit, en tout cas que l'on conseille à l'intégralité des acteurs et de nos clients. C'est un enjeu de filière. C'est-à-dire que j'entendais tout à l'heure la problématique et ça génère beaucoup effectivement d'opportunités. C'est vrai. Schneider Electric en l'occurrence, on n'y arrivera pas tout seul. L'enjeu est tellement majeur que de toute façon, on n'y arrivera pas tout seul. Donc c'est un enjeu de filière pour lequel l'intégralité des filières, c'est-à-dire depuis les bureaux d'études, en passant par les systèmes intégrateurs, installateurs, metteurs en œuvre, mainteneurs, exploitants, sont bien au fait aujourd'hui de ce qu'on vous raconte, sont sur le pont depuis plusieurs années et encore plus ces dernières semaines pour dire comment nous répondons à ces sollicitations et comment on répond finalement à l'attente que vous pouvez avoir pour lancer et par où on commence et en disant ok, on commence par évaluer ce que l'on consomme ou on le consomme, travailler les gains rapides et ensuite planifier parce qu'avec ces retours sur investissement on n'est pas sur une planification à 10 ans et on intègre finalement des enjeux de filière. On fait ces travaux ensemble, hein, c'est-à-dire que c'est pas il n'y a pas une solution avec une sonnette et puis une porte dans laquelle on va trouver la solution globale. Par contre, l'intégralité de la filière aujourd'hui est intégrée, et y compris tous les metteurs en œuvre. Et je suppose que c'est pareil sur la partie revamping, en tout cas, plus ou moins. Et après, on passera au troisième débat, autrement on ne va pas y arriver. Un dernier point. Je me posais la question, aujourd'hui, les contrats d'achat d'énergie sont faits en fonction d'une quantité fixe. Il fut un temps où on avait une flexibilité totale. Aujourd'hui, vous ne l'avez plus. Les entreprises n'ont pas forcément la latitude de souscrire des contrats qui leur permettraient de laisser flotter au spot une partie de leur achat. Et c'est un vrai problème, particulièrement pour les collectivités qui peuvent se retrouver piégées à payer le delta entre ce qu'elles ont couvert en termes de coûts et la baisse de consommation induite par
ce point, ce changement, je dirais, par exemple, dans leur consommation énergétique. Comment gérez-vous ce point? Est-ce que c'est un point qui revient, ou tout au moins s'il n'est pas tellement venu, c'est quelque chose qui risque d'arriver de plus en plus? C'est un point qui n'est pas encore revenu des utilisateurs, pas du tout, mais qui est complètement valide. Le premier point aujourd'hui, si on parlait des collectivités, c'est le rectorat de telle région qui arrête ses investissements pédagogiques pour l'année 2023 parce que sa facture énergétique a été multipliée par 4. C'est ça le point. C'est l'urgence. C'est la société normande qui exploitait les piscines qui décide d'arrêter l'intégralité des piscines parce que les coûts énergétiques dépassent son chiffre d'affaires. Ça, l'enjeu, c'est ça. C'est l'enjeu de survie. Mais ce que vous évoquez est un vrai sujet à prendre en compte et à travailler assez rapidement sur ces mécanismes parce que cette flexibilité n'existe plus. Elle sera absolument nécessaire si on veut encore plus accélérer, ne pas rajouter un obstacle finalement à ces économies d'énergie. Bien, on arrête là, mais on sait qu'on pourra poursuivre la conversation plus tard. Merci mille fois pour toutes ces explications. Et on va basculer sur l'univers complexe de la décarbonation avec Jérôme, Christophe et Bertrand qui s'installent. Jérôme